véritablement. Je ne retiens ici que les points d'importance. Il y a beaucoup d'autres choses qui concernent l'étiquetage, etc., mais qui sont beaucoup plus techniques. Deux points importants. L'approche MOX, alors encore un acronyme, vous me direz, qui signifie en anglais More than one consistent substances. Plus d'un constituant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour des substances type multiconstituants ou des substances complexes d'origine naturelle, par exemple, et il peut y en avoir dans vos métiers, jusqu'à présent, on considérait les essais réalisés sur cette substance. Donc une substance multiconstituante, on faisait des essais et on considérait les résultats de ces essais pour classer ou pas ces substances. Changement fondamental. Changement fondamental, dès lors que vous avez un CMR, donc un constituant qui est classé, qui dépasse 0,1% pour les cancérogènes et les mutagènes, et un peu plus pour les reprotox, eh bien, on ne prend plus en compte les résultats des essais, mais la présence d'un CMR, c'est bien qu'on va classer désormais ces substances multiconstituantes comme étant des cancérogènes dès lors qu'elles franchissent ce qu'on appelle le seuil de prise en compte. C'est un changement assez important car il va entraîner un certain nombre de substances vers des classifications CMR qu'elles n'avaient pas aujourd'hui en regard d'essais réalisés qui étaient négatifs. Deuxième point, qui est probablement plus important, c'est l'apparition de nouvelles classes de danger dans le règlement CLP, en l'occurrence donc les perturbateurs endocriniens qui apparaissent sous forme de deux catégories. Catégorie 1, les perturbateurs endocriniens connus ou présumés, et la catégorie 2, les perturbateurs endocriniens suspectés. On n'a pas encore de mention de danger pour ces substances. Celles-ci, ces sujets font l'objet de discussions au niveau international, au niveau du GHS. Pour autant, on a d'ores et déjà, dans le règlement CLP, ces deux catégories de perturbateurs endocriniens qui sont apparus. Et deux nouvelles catégories, pas vraiment nouvelles pour les premières, mais érigées au rang de classe de danger dans le règlement CLP, les PBT, pour substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. On avait déjà cette dénomination dans REACH, et les VPVB, donc les substances très persistantes et très bioaccumulables, qui font donc l'objet désormais de classes de danger dans le CLP. Et de nouvelles, vraiment nouvelles classes de danger, que sont les PMT, pour persistantes, mobiles et toxiques, et les VPVM, pour très persistantes et très mobiles. De quoi s'agit-il? C'est toujours des substances persistantes et toxiques, mais en plus, elles ont la capacité de se mouvoir quelque part d'un compartiment de l'environnement à un autre compartiment. Donc elles sont mobiles. On parlera un tout petit peu des PFAS tout à l'heure. Certains PFAS ont cette capacité, par exemple, à passer des sédiments aux eaux de surface, par exemple. Et cette mobilité est désormais un élément important à prendre en compte dans l'évaluation environnementale. Il est désormais donc défini à l'intérieur d'une classe de danger. Puis dernier point que vous voyez dans le transparent, encore un acronyme, OSOA pour One Substance, One Assessment. Qu'est-ce que c'est? C'est la concentration, en fait, quelque part, des évaluations au niveau de l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, dont les pouvoirs sont donc considérablement renforcés. Et on ne devrait plus avoir dans le futur cette multitude d'évaluations en fonction des réglementations, REACH, phyto, biocides, etc. Voilà, on devrait avoir une seule évaluation, notamment des dangers des produits, pilotée par l'ECHA, qui évitera encore une fois d'avoir une multitude d'évaluations, parfois incohérentes, entre notamment l'ESA aujourd'hui et l'ECHA. Donc ça aussi, ça a été adopté, donc c'est quelque chose qui se mettra en place. Comme je vous le disais, au sujet vraiment d'actualité, alors tant au plan européen qu'au plan national, c'est pour ça que je ferai une excursion sur le niveau national, c'est le sujet PFAS.
Le sujet PFAS, je vous rejoins, si vous pouvez l'autoriser, merci. Pas sûr que ça marche finalement. Voilà. Donc les PFAS, une très grande famille de substances dont vous avez entendu parler qui compte plus de 10 000 membres, avec vraiment des choses extrêmement différentes qui vont des intermédiaires, des monomères jusqu'à des polymères, donc quasiment des articles. Donc vraiment à la fois en termes de comportement, de persistance et de toxicité ou d'écotoxicité, des substances vraiment de nature très différente. D'un point de vue réglementaire au niveau international, on a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Stockholm, qui vise les produits organiques persistants. Et pour les PFAS, on en a trois qui sont visés par cette convention, en l'occurrence PFOS, PFOA et PFHXS, donc des substances interdites au niveau international aujourd'hui, avec très peu de dérogations, quasiment pas, quasiment plus. Ceci est complété au niveau européen, complété ou repris au niveau européen par le règlement produits organiques persistants, POP, donc qui reprend les éléments de la Convention de Stockholm. Et en plus, au niveau européen, nous avons dans le cadre de REACH des restrictions plus ciblées, qui visent PFHXA et les PFAS qui sont présents en mousse incendie, et d'autres catégories de PFAS qui sont des PFAS à chaîne longue, qui sont réglementées via une restriction REACH, qui vient compléter donc cette interdiction. Ces restrictions sont ni plus ni moins des interdictions assorties de quelques dérogations. On a deux PFAS qui sont identifiés comme des substances extrêmement préoccupantes, donc des SVHC, substances of very high concern, et on a des réglementations complémentaires qui visent notamment le secteur alimentaire et les eaux de surface et l'eau potable. Il y a un projet de restriction au niveau européen, là aussi vous en avez probablement entendu parler, qui est une restriction très très large qui concernerait cette famille des 10 000 substances, avec à l'origine une interdiction très très large, assortie de quelques dérogations, qui a été préparée par 5 États membres, dont notamment l'Allemagne. La France n'est pas dans le projet à l'origine, avec des États notamment du nord de l'Europe. Ce projet de restriction a entraîné une levée de boucliers énorme de la part de l'industrie, car elle était inapplicable et inopérable. La Commission donc, et l'ECAR ont retravaillé sur le projet avec une vision qui nous paraît plus pertinente ou plus pragmatique aujourd'hui, qui viserait à interdire un lot de substances qui sont a priori facilement substituables, ou qui entraînent des rejets dans l'environnement qui sont très très significatifs. Donc là, on aurait une interdiction à court terme, à l'horizon 18 mois, avec très très peu ou quasiment pas de dérogation. Des usages pour lesquels on aurait des dérogations spécifiques plus ou moins longues, vous voyez 18 mois, 5 ans, voire 12 ans pour certains d'entre eux, ça veut dire que c'est des substances qui sont importantes, pour un certain nombre d'usages et pour lesquels les solutions de substitution ne sont pas disponibles, n'ont pas été clairement identifiées. Et enfin, et c'est ce qui rassure un peu l'industrie aujourd'hui, un lot de substances et d'usages et d'utilisation de PFAS pour lesquels on aurait des possibilités d'utilisation prolongée dans le temps. Ça viserait par exemple toute la partie garniture d'étanchéité dans les installations. On a des joints, notamment en PTFE, qui auraient été frappés par une interdiction un peu aberrante et qui du coup pourraient être utilisés moyennant des contrôles d'émissions, des contrôles de fin de vie de ces produits qui seraient renforcés, mais dont l'utilisation serait permise à long terme. Donc on s'achemine vers, au niveau européen en tous les cas, vers une restriction selon ces différents éléments. Et pour le moment, en tous les cas, au niveau européen,
il n'y a pas vraiment d'alerte ou de projet de réglementation visant la santé et la sécurité au travail concernant les PFAS. Et le sujet, ce n'est pas véritablement encore aujourd'hui un sujet de santé au travail au niveau européen. Je vais vous parler de la situation nationale, donc on peut avancer sur le slide suivant. Merci Clémence. Au plan national, les choses sont un peu différentes. La France a commencé, on va dire, modestement sur le sujet avec un plan interministériel très peu ou quasiment pas contraignant, hein, donc un plan d'action. Et rapidement, le sujet a pris une tournure, on va dire, sociétale, sociale, médiatique, politique, qui a conduit un certain nombre d'acteurs politiques à proposer une loi hein, qui a été adoptée en février 2025, qui cible aujourd'hui des interdictions très spécifiques concernant les FART. Bon, voilà, donc une utilisation qui aujourd'hui était déjà très largement limitée. Les produits cosmétiques, là elle est beaucoup plus impactante, et les textiles d'habillement, les chaussures, et imperméabilisants associés. Là pour les vêtements en l'occurrence et les imperméabilisants au sens large, l'impact est beaucoup plus important. Donc là, la France a fait le choix quelque part d'anticiper les futures interdictions européennes compte tenu de son contexte national en visant donc ces catégories d'usage. En plus de ça, dans la loi, vous avez une obligation de cartographie des sites émetteurs qui a donné lieu, pour un certain nombre d'installations classées pour la protection de l'environnement, à du mesurage dans leurs effluents. Toutes les ICPE n'étaient pas concernées, seules certaines d'entre elles ont été visées par l'arrêté en question. Ceux qui maintiennent des rejets de PFAS auront à payer une redevance dont les modalités sont en cours de discussion dans le cadre de la loi de finances, et Dieu sait si c'est compliqué. Des décrets d'application, 3 décrets d'application sont parus ou attendus. Un décret qui précise les usages visés par l'interdiction. Donc ce décret devrait paraître avant la fin de l'année. Il a franchi la vérification européenne au travers de la procédure TRIS, donc il n'y a pas eu beaucoup de commentaires par les États membres, donc il sera adopté en France avant la fin de l'année, il paraîtra. Et un autre décret visant la trajectoire nationale de réduction qui a été publié et qui fixe des objectifs contraignants, ambitieux, avec, vous le voyez, une diminution de 70% qui est attendue en début d'année 2028, donc 70% des émissions dans l'eau de l'industrie attendues, et une cessation complète des rejets dans l'eau pour le début de l'année 2030, qui poseront des problèmes importants pour un certain nombre d'installations. Et la question de la redevance, donc je l'évoquais, les discussions sont toujours encore en cours dans le cadre de la loi de finances. On a déjà évoqué lors d'un précédent webinaire, me semble-t-il, l'impact possible sur un certain nombre de vos industries. Vous n'êtes pas concerné par les rubriques des installations classées visées par les obligations de mesurage, me semble-t-il, sauf erreur de ma part. Hein. Pour autant, il y a quelques remontées quand même venant de vos établissements où certains acteurs peuvent être confrontés par des questions de pollution de leurs eaux industrielles qui proviennent de prélèvements dans les nappes qui peuvent être contaminées très souvent, ce qui amène de facto à avoir des eaux industrielles contaminées et donc des rejets qui ne sont pas de votre fait, a priori. Dans les eaux de surface. Donc il y a ce sujet-là. Sur certains sites, il y a eu des utilisations de PFAS dans certaines activités qui sont venues contaminer les sols. Donc on peut avoir sur certains établissements des sols contaminés ou des nappes qui résultent d'activités anciennes au cours desquelles on a pu utiliser ces substances, notamment du PFOA. Et dans la chaîne aval, il y a encore, à mon avis,
des PFAS qui sont utilisés sur des fonctionnalités de traitement de surface, d'imperméabilisation, qui concernent, à mon sens, un certain nombre d'acteurs du secteur de l'ameublement et autres, et du revêtement de sol, qui peuvent être concernés directement par ce genre d'application. Donc, je ne sais pas si on peut peut-être ouvrir la discussion sur ce sujet-là. S'il y a eu des questionnements de vos membres, certains d'entre vous, hein, sur des utilisations de PFAS qui pourraient être visées par la suite par des restrictions ou des interdictions futures. Je vous donne la parole si vous avez des éléments à préciser le cas échéant. Je pense que pour l'ameublement France, bah, vas-y Cathy. Non, enfin, je vais te laisser réagir, Sylvain. C'est vrai que nous, la question qu'on pouvait se poser notamment, c'était sur les textiles d'ameublement. Mais peut-être que Sylvain avait déjà la réponse, donc j'ai peut-être posé une question de néophyte. Non, bah effectivement, on n'a pas eu la question directement de la part des membres, mais effectivement, on se pose la question plutôt sur la partie textile d'ameublement. Il me semble, or c'est peut-être pas repris ici, mais qu'il y a une interdiction au niveau français, effectivement, dans les tissus à partir de 2030, tissus d'ameublement, hein, excepté ceux du textile à partir que c'est la date de 2026. Donc voilà, quoi. Nous, après, on n'a pas eu de remontée plus que ça sur le sujet. On a juste alerté, effectivement, sur plutôt la partie textile d'ameublement. Soit, je sais pas si vous m'entendez, parce qu'on a eu une petite interruption. Ça Ah, fonctionne? oui, oui, on vous entend. Petite interruption. Oui, je pense que ça vaudrait le coup quand même de sensibiliser vos membres pour ceux qui en ont utilisé dans le passé ou en utilisent toujours, hein, vu la grande variété de PFAS qui existe aujourd'hui. Si on est sur des questions de traitement de matières textiles ou de revêtement de sol ou autre, à l'évidence, ce sont des usages qui seront très rapidement concernés, ou par des restrictions ou par des initiatives au plan national. Donc c'est important que ces gens-là soient clairement informés de ce qui se passe et des évolutions possibles, voire probables, si je puis me permettre. Car le sujet est complexe, hein. Si on recherche des solutions de substitution, elles ne sont pas toujours disponibles, hein, sur des fonctionnalités de ce type, et on peut dégrader la fonctionnalité, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir en amont et anticiper. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole sur ce sujet? Apparemment pas. Poursuivre. En France également, on a déjà un encadrement réglementaire sur les eaux un peu à l'identique par rapport au niveau européen, donc surveillance des eaux de consommation, des eaux de surface, etc. Et dans l'air, les choses commencent, je vais dire seulement, par un arrêté qui vise pour le moment les installations d'incinération et de co-incinération pour lesquelles on commence le démarrage de la surveillance des rejets dans l'air de PFAS. Il y a aussi, je refais une petite parenthèse là, sur le sujet, notamment sur l'amont, où on a quand même du recyclage, hein, donc on a un certain nombre de déchets qui peuvent arriver. Il n'est pas exclu qu'un certain nombre de déchets puissent contenir des PFAS, hein. Donc c'est aussi un sujet qui peut concerner l'admission de vos déchets, voire des déchets que vous générez, avec un certain nombre d'acteurs de la chaîne du traitement de déchets qui commencent à demander des mesures de PFAS à l'admission des déchets. On peut avancer. Voilà, je vais glisser sur les sujets un peu valeur limite d'exposition professionnelle d'une façon assez macroscopique, peut-être en m'arrêtant sur les substances qui peuvent vous concerner, car le sujet est très vaste,
Bon, on est toujours sur un programme très dynamique au niveau européen d'établissement de révision de valeurs limites, puisque le programme vise à établir 50 nouvelles valeurs concernant des cancérogènes au niveau européen, donc c'est un objectif qui reste ambitieux et qui entraîne un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. Donc on fonctionne sur la base de listes prioritaires, très en amont au niveau européen, avec un processus de déclinaison qui est maintenant bien cadré, qui implique les cas dans la phase d'évaluation scientifique, avec des consultations publiques qui sont bien organisées, des études d'impact qui sont systématiquement réalisées pour les CMR, et des projets de directive et ensuite une transposition en droit national qui fait l'objet de débats en France au niveau du COCT avant donc l'adoption des valeurs limites au niveau national. Donc ça fonctionne maintenant très très bien et le processus est bien rodé. Voilà, vous avez ici, alors monsieur, c'est ce chat que j'ai pas traduit, qui reste en anglais. Le programme, on va dire, à l'horizon, on est à 7-8 ans quasiment hein, de programme sur les substances qui seront traitées. Hein. Donc les premiers batchs ici le premier a déjà été transposé en droit national, donc benzène, nickel et acrylonitrile. Je ne pense pas que vous soyez concerné, sauf erreur de ma part. Le second vous concerne, il a fait l'objet de débats donc au niveau du COCT en France. On s'achemine vers une transposition des valeurs limites européennes à l'identique. Donc normalement, le décret devrait être publié avant la fin de l'année, fixant donc des valeurs limites contraignantes pour le plomb, LED, ici. Donc on a valeur limite dans l'air ambiant et une valeur limite biologique contraignante pour le plomb. Bon, je ne pense pas que vous soyez très directement concerné par le sujet plomb, peut-être des utilisations extrêmement marginales, mais encore. Peut-être qu'on peut avoir dans certains cas, alors voilà, Cathy veut prendre la parole, donc. On est concerné pour les facteurs d'orgue, si je ne dis pas de bêtises, qui utilisent du plomb. Et les peintures. Facteurs d'orgue. Je ne savais pas, les peintures. Oui, ok. Donc, je ne sais pas si vos membres ont été informés de ce qui se passe. Si, on les informe effectivement du suivi du plomb. On a même un suivi effectivement lié au dosage biologique, puisqu'il y a des dosages sanguins qui sont effectués par nos membres pour alerter effectivement, hein, parce qu'effectivement il y a une exposition assez importante des facteurs d'orgue, parce que comment dire, les facteurs d'orgue travaillent cette matière, les tubes en fait sont en plomb, donc effectivement on suit ça. Très bien. Alors, voilà, on va avoir donc un abaissement très très important de la valeur limite d'exposition professionnelle et de la valeur limite biologique, hein, donc ce que vous évoquiez, le contrôle dans le sang. On va passer de 400 à 150 microgrammes par litre de sang, donc un abaissement très 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 significatif. Et il y a deux problèmes qui peuvent se poser par rapport à ça. C'est la gestion des travailleurs qui ont des concentrations qui dépassent 150 et qui voilà, seront en situation de dépassement de la valeur seuil. Donc en théorie, inaptes à poursuivre des travaux potentiellement exposants. Mais on a discuté donc d'une disposition qui va permettre de gérer cette population. Elle peut vous concerner, les facteurs d'orgue peuvent avoir des niveaux relativement élevés, et qui consistera à suivre la tendance d'abaissement de leur concentration dans le sang. Si on a une tendance à la baisse, sous réserve d'un certain nombre de conditions, on pourra leur permettre de continuer à travailler sur des postes potentiellement exposants. Alors ça sera géré par les médecins du travail. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis la question qui concerne peut-être pas les facteurs d'orgue, mais j'en sais rien, qui est la question d'exposition des femmes enceintes ou allaitantes, où là, on s'achemine vers une interdiction parce que vu les contraintes qui
qui seront mises en place, c'est une quasi-interdiction. Donc ça signifie que les femmes, ce qui me paraît tout à fait logique évidemment, hein, les femmes enceintes ou allaitantes ne pourront plus être affectées à des postes potentiellement exposants au plomb. Ça soulève d'autres questions, hein, qui est la question de l'affectation des femmes en âge de procréer ou ayant un désir de grossesse à des postes potentiellement exposants. Je pense que c'est bon, peut-être pas un sujet pour les facteurs d'orgue, j'en sais rien. Il y a peut-être du personnel Si, féminin. si. Bah voilà. C'est un sujet. Jusqu'à maintenant, j'avais en tête qu'il y avait une limite encore plus basse pour les femmes en âge de procréer, qui était de 45 microgrammes par litre. Mais là, je comprends qu'a priori, c'est Alors, pas du tout de valeur. Donc, oui, parce que pourquoi? Il y a une valeur au niveau du texte européen qui est à 45, vous avez raison, hein. La France prend en compte le niveau de la population générale qui est aux alentours de 18, la moyenne au niveau de la population générale. Donc, à mon avis, pour des gens qui ont été exposés, 18, c'est un seuil qui est difficilement atteignable, à mon sens, hein. Et honnêtement, là, on n'est plus sur des questions de responsabilité des employeurs et autres, hein, compte tenu de tout ça. Ça paraît bien, enfin, ça paraît compliqué quand même. Enfin, c'est le médecin du travail qui prendra la décision in fine, hein, c'est une décision d'aptitude médicale, hein, donc il faut surtout pas aller trop loin du côté des employeurs sur ces sujets-là. Les médecins du travail auront à se prononcer sur des questions qui pourraient se poser sur, comme je le disais, sur des femmes qui ont des projets de grossesse, hein, pour lesquels ça sera compliqué de les laisser sur des postes potentiellement exposants. Évidemment, je ne parle pas des femmes enceintes et allaitantes, là, pour lesquelles là, elles sont sorties des postes exposants. Mais on pourra en reparler si vous le souhaitez, hein, c'est un sujet compliqué. Je crois qu'il y a une demande de parole complémentaire. Oui, excusez-moi pour l'exposition par rapport justement à ce thème du plomb. J'entends, alors j'ai pas retenu le nom de la personne qui en a parlé, lié à des tuyaux. C'est vrai que nous on a des process de chaudière qui peuvent, dans le processus de combustion, potentiellement rejeter du plomb. Est-ce que du coup il y aurait un suivi particulier envisagé là-dessus ou pas du tout? Alors, si on est sur donc des rejets à l'émission, hein, des chaudières, Oui, hein, oui, oui, tout à fait. là, enfin, évidemment, c'est réglementé par ailleurs, évidemment, les rejets de plomb au niveau environnemental, hein, Mais sont pas dans ce que vous dites par rapport à l'exposition du salarié qui est conducteur de chaudière, par exemple. là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intervention et pas d'exposition significative en lien D'accord, avec on est d'accord. On est d'accord, ok. un sujet Merci. différent. Ça peut être un sujet quand même. Merci. Quand on parlait des tuyaux, en fait, les facteurs d'orgue font les tuyaux d'orgue, donc C'est ça. ils les fabriquent, Ok, voilà, avec du plomb ok. et des Et le restants. gros, voilà, et le gros problème de ces métiers, c'est qu'ils chauffent le plomb, hein. Donc Bien on sûr. émet des vapeurs de plomb. Et c'est là où on a des niveaux d'exposition qui sont très significatifs. On a à la fois des particules, des poussières, hein, dans ces métiers et des vapeurs de plomb. La question de la spéciation, elle intervient sur tous les métaux aussi. Et poussières et vapeurs. Ouais. Donc voilà, ce sujet-là peut concerner certains d'entre vous. Ensuite, dans ce batch, on a les 10 ocyanates des 2I, vous voyez dans le transparent, sur le 5e batch, CMRD5, c'est pas un CMR, les ocyanates. Donc c'est un agent chimique dangereux. Ce sont des agents chimiques dangereux, puisque c'est une famille qui compte une trentaine de substances, hein, dont des substances que vous avez dans vos différents métiers, hein, puisqu'on en retrouve sur l'amont dans la fabrication des panneaux USB, hein. Donc on a du MDI notamment, mais on en retrouve sur la chaîne aval dans différentes applications auxquelles vous êtes confrontés, notamment dans des cols, dans des résines, où on peut retrouver des isocyanates. Et là, donc, la valeur limite contraignante sera donc normalement applicable à compter du 1er janvier 2026, avec un abaissement qui se fera, je ne sais plus en tête, 2029 de mémoire. Bon, c'est un sujet qui va conduire à évaluer les risques et probablement à réaliser des campagnes de mesurage, au moins une première campagne
pour savoir les niveaux auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Je pense que ce sujet-là est un sujet important qui concerne un certain nombre de métiers parmi vous. Et vous le savez, en parallèle, vous avez une restriction REACH qui impose la formation des travailleurs, qui a donné lieu à la mise à disposition d'un certain nombre de modules de formation et qui concerne là aussi un certain nombre de vos activités. On peut s'arrêter là hein, si vous souhaitez évoquer ou approfondir le sujet sur les isocyanates. Je laisse un tout petit temps de respiration pour permettre de vous exprimer le cas échéant. On va continuer. La suite concerne le 6e batch CMRD6, où on va trouver des choses qui peuvent vous concerner de près ou de loin. Donc, fumée de soudage. Welding fumes, probablement qu'un certain nombre d'acteurs font du soudage chez vous, c'est sûr. Qu'est-ce que ça va changer? On va avoir les fumées de soudage qui sont considérées comme des agents cancérogènes, donc qui, au moment de la transposition en droit national, vont apparaître dans l'arrêté du 26 octobre 2020, qui érige un certain nombre de procédés réputés cancérogènes, ce qui est le cas pour les fumées de soudage, comme étant donc des agents cancérogènes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travailleurs exposés à des fumées de soudage contenant des métaux cancérogènes, donc on parle de quoi là? Enfin des CMR plutôt, on parle du nickel, du cadmium, du cobalt, du beryllium, probablement d'autres, hein, qui peuvent être contenus dans les baguettes de soudage et qu'on va retrouver dans les fumées, qui seront donc concernés par des expositions à des cancérogènes. Ça veut dire que vous avez toutes les dispositions s'appliquant au CMR qui vont s'appliquer, donc la liste des travailleurs exposés, par exemple, et le renforcement d'un certain nombre de mesures concernant la formation, l'évaluation des risques, etc. On aura les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ça peut vous concerner, possiblement, et il y a une prise de parole, donc on va vous donner la parole. Désolé, non, juste par rapport aux fumées de soudage, bon, c'est quelque chose, nous, effectivement, on est concernés pour ceux qui font du mobilier métallique. Il me semble qu'il y avait une consultation fin octobre où, effectivement, il était question potentiellement au niveau européen de les ajouter dans les, pardon, comme étant classés CMR. Parce que jusqu'à présent, certains constituants de la fumée de soudage sont effectivement cancérigènes, mais là, donc est-ce que vous avez du nouveau? Auquel cas, je ne suis pas Oui, encore tout à fait à jour. alors oui, je suis vraiment impliqué sur ce processus-là. Alors. Donc effectivement, il y a une proposition de directive amendant la directive cancérogène, mutagène, reprotox de la Commission qui suit un long processus dont je vous fais grâce. Le texte, le projet de texte dont vous avez entendu parler certainement, qui introduit dans l'annexe 1 de la directive les fumées de soudage, est passé au Coreper, vous savez, au niveau du Conseil. Il a été approuvé par le Coreper avec des petites modifications, mais pas très significatives, en tout cas pas sur ce sujet-là. Et il sera voté au Conseil en décembre, je n'ai plus la date, peu importe, donc il sera voté au Conseil, ensuite il sera débattu au Parlement européen. On est dans la codécision hein, pour ce texte. Il sera vraisemblablement adopté au niveau européen à la mi-2026. 18 mois après, donc transposition en droit national. Hein, donc ça nous amène quelque part en fin 2027, 2028, quelque chose comme ça, pour avoir dans l'arrêté national les fumées de soudage. Ça c'est acquis. Hein, voilà, il y aura pas de, c'est une certitude absolue. Alors, vous avez raison de souligner que ce sont des fumées de soudage qui contiennent des métaux classés CMR, hein, un A ou un B. Donc, j'évoquais tout à l'heure ceux qu'on connaît bien, hein, donc nickel, cobalt, etc. Hein. Ça veut dire que si vous n'avez pas ces métaux-là, des métaux classés, hein, les fumées de soudage, en théorie, elles ne seront pas considérées comme des agents cancérogènes. Donc ça, en gros, ça va dépendre de la composition des baguettes. Hein. Ok. Merci pour la précision.
Encore une fois, là aussi, si vous voulez plus d'infos, on pourra vous en communiquer. Après, je fais grâce des autres substances, à moins que certains d'entre vous réagissent. Isoprène, je suis pas sûr que ça vous concerne. Un 4-dioxane, cobalt. Ouais, n'hésitez pas à intervenir si vous estimez que ça vous concerne. Après, là aussi, on est plus dans la chimie, à mon sens. Alors, si, quand même. Vous voyez qu'on a, je vous fais grâce à des substances chimiques. Par contre, nitrosamine, peut-être. Alors, sûrement silice cristalline. Il y a probablement quand même des utilisations de la silice cristalline parmi vous. Peut-être en tant que charge. Il y en avait en tant que charge dans certains métiers. Je pense notamment à des revêtements de sol. On chargeait en silice cristalline parfois. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Ça, je sais pas. Après, ça peut être utilisé en tant qu'abrasif dans certains métiers. Donc, il peut y avoir des utilisations d'acide cristalline. On a une valeur contraignante en France qui concerne le quartz, la cristobalite et la tridymite à 0,5 mg par mètre cube. À 0,5 mg par mètre cube. La valeur européenne est beaucoup plus haute aujourd'hui. Elle sera très significativement abaissée. Je ne sais pas vous dire à quel niveau, mais en tout cas, ça peut être un sujet. Et bon, le chrome, je ne pense pas que ça vous concerne, le chrome hexavalent. Après, on trouve butadiène, bore, bisphénol A, les fibres de carbure de silicium, et pyrocatécose, je ne pense pas que ça vous touche, mais n'hésitez pas à réagir. Après, dibromé, si, il y a une prise de parole, Madame Boucher. Oui, excusez-moi, c'est par rapport à la silice cristalline, oui, on est concerné parce que tous nos métiers de poseurs, de menuisiers, se recyclent du moment qu'ils percent du béton, ils sont exposés. Et également en agencement, s'ils font du ponçage de plans de travail en pierre. Ah, non, mais complètement. De pierre, oui, vous avez raison. Vous êtes très directement concerné. Et dans ces métiers-là, il y a des niveaux d'exposition très élevés. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est remonté au niveau européen et qui a quelque part réouvert le sujet silice cristalline. Donc oui, il y a un vrai sujet. Effectivement, il y a de la découpe finale de plan de travail, par exemple, avec des outils qui peuvent générer beaucoup de poussière en face sèche, avec peu de protection collective, quasiment pas. Quand on monte une cuisine, la protection collective se résume à rien du tout. Et des protections individuelles qui ne sont pas toujours bien portées. Donc voilà, oui, c'est un sujet. Déjà à l'heure actuelle, on est très limite sur le respect de la valeur limite actuelle, qui est une valeur contraignante. Et dans le futur, elle sera probablement abaissée. Donc, un sujet à regarder. D'autant que l'acide cristalline, quand même, génère pas mal de pathologies. Dans les cancérogènes majeurs, on a bien sûr l'amiante qui est le premier et largement devant. Ensuite, on a l'acide cristalline, puis les poussières de bois en termes de pathologie. Donc, c'est vraiment en tête de liste. Voilà. Donc, sujet à suivre. Je regarde ce qui pourrait vous concerner. Bon, lithium, je pense pas. Et puis les composés organiques de l'étain, pas que je sache, mais me tromper. Voilà un peu le menu, le menu des OIL. Il y a d'autres sujets dont je vais vous parler. Vous voyez qu'il y a quelques sujets qui peuvent vous concerner ici. Bon, là-dessus, c'est peut-être un peu compliqué, mais juste en 2 mots, pour dire qu'au niveau européen, désormais, on est sur une logique d'abaissement des valeurs limites assez drastique. Pourquoi on est entraîné vers le bas? Parce que bon, il y a une demande évidemment sociale, sociétale de mieux protéger, ça c'est certain. Mais c'est surtout lié à des aspects plus scientifiques qui font qu'aujourd'hui, on raisonne par niveau d'excès de risque. Je m'explique. Par le passé, bon, on établissait des valeurs un peu de façon pragmatique, en tenant compte de la science, heureusement, et puis de la faisabilité, et puis c'est tout. Maintenant, c'est vraiment complètement cadré. C'est-à-dire que des valeurs limites ne peuvent pas être établies avec des niveaux d'excès de risque qui dépassent certaines limites. Je m'explique. On ne peut plus établir une valeur limite
dès lors que la valeur limite correspond à un excès de risque supérieur à 4, 10-3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne peut plus accepter d'avoir 4 cancers supplémentaires pour des expositions vie entière pour 1000 personnes exposées. Ça, c'est la ligne rouge au niveau européen. Pas plus de 4 cancers supplémentaires pour 1000 travailleurs exposés durant leur vie entière à la valeur limite qui a été déterminée. Et la tendance, c'est d'aller beaucoup plus bas, c'est d'atteindre 4-10-5, c'est-à-dire 4 cancers supplémentaires pour 100 000 personnes exposées. Donc cette logique-là, qui a été adoptée au niveau européen, elle entraîne de facto les valeurs limites à la baisse considérable. On parlait d'acide cristalline tout à l'heure. La valeur limite actuelle, elle correspond à un niveau d'excès de risque très élevé qui est largement supérieur à 4-10-3. C'est-à-dire qu'en théorie, les niveaux d'exposition des travailleurs aujourd'hui sont susceptibles, je vais rester très prudent, d'entraîner 4 cancers supplémentaires pour 1000 personnes exposées, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Là, on parle de cancer du poumon, essentiellement, puisque c'est la complication attendue de l'exposition à l'acide cristalline au-delà de la silicose et les pathologies bronchiques. Donc c'est ça qui amène à baisser les valeurs limites au niveau européen. Pardon, c'est sûr. Ça ne concerne pas que les cancérogènes, ça concerne aussi les sensibilisants respiratoires. C'est le cas l'exemple le plus frappant et applicable à vos métiers, c'est le cas des diisocyanates où la valeur limite a été fixée en tenant compte des niveaux d'excès de risque, de la même manière. Alors là, on n'est pas sur des risques de cancer, on est sur des risques de survenue de pathologies asthmatiques. Les risques liés aux isocyanates, c'est la survenue d'asthme. Et pour la petite histoire, les personnes se sensibilisent aux diisocyanates, généralement à l'issue d'une exposition à un pic, donc une exposition aiguë. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'induction, la sensibilisation lors d'un pic d'exposition à haute concentration. Et derrière, eh bien, ils sont sensibilisés et vous savez comment ça se passe. Dès que vous avez une exposition à très très faible niveau, les personnes sont susceptibles de déclencher une réaction asthmatique qui peut être gravissime. Donc c'est vraiment un sujet très 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 sérieux. Il y a eu des morts en lien avec des expositions à ce type de substance. Donc on raisonne de la même manière, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de niveau en dessous desquels on protège parfaitement les travailleurs, on raisonne en termes d'excès de risque, de la même manière que pour les cancers. C'est juste pour vous donner une petite explication complémentaire. Alors, le sujet poussière, c'est un sujet majeur pour vous. C'est un sujet majeur pour vous, sous l'angle poussière de bois évidemment, mais aussi sous l'angle plus général. Il y a des choses qui se passent au niveau européen. On s'achemine vers la fixation de valeurs limites sur les poussières, alors pas toutes les poussières, d'abord sur ce qu'on appelle les PSLT. Les PSLT, ça veut dire en anglais Polysoluble and Low Toxicity Particulates. Ce sont les particules réputées faiblement toxiques et peu solubles. L'exemple, vous connaissez bien, c'est l'exemple je cherche le terme en français, l'oxyde de titane, dioxyde de titane. La TiO2, donc qui a fait couler beaucoup d'encre, avec un classement qui est annulé, je vais vous en parler dans un instant, qui appartient au groupe des PCT. Donc là aujourd'hui, les travaux ont été engagés au niveau de l'agence européenne, de l'ECA, pour fixer une ou plusieurs valeurs limites d'exposition professionnelle visant cette famille de substances qu'on appelle les PCT, dans lesquelles on va avoir des IO2, noir de carbone et un certain nombre de substances qui ont des profils de toxicité faibles, toxicité intrinsèque faible, et qui sont faiblement solubles. Et en plus de ça, on s'achemine vers la fixation au niveau européen d'une valeur limite touchant les poussières réputées sans effet spécifique. Ce qu'on appelle en France les PSES, les poussières sans effet spécifique, qui vont probablement donner lieu à une valeur limite européenne. Donc c'est un changement important parce que vous savez qu'en France, on est englué sur le sujet poussière. Alors bien sûr, il y a une valeur limite contraignante qui existe pour les poussières de bois,
Normalement, pour les poussières de bois dur au niveau européen, on a élargi à l'ensemble des catégories de bois au niveau national, sans faire la distinction, qui n'est pas toujours facile à faire, avec une valeur limite à 1 mg par mètre cube. Et pour les autres poussières, on est dans une impasse réglementaire, puisqu'on a fixé, non pas des valeurs limites d'exposition professionnelle, mais des concentrations à ne pas dépasser, au titre des textes portant sur la ventilation et l'aération des locaux, respectivement à 0,9 mg par mètre cube pour les poussières alvéolaires et 4 mg par mètre cube pour les poussières totales, pour les poussières inhalables. Et c'est des textes qui sont difficilement applicables, incompréhensibles, parce que ce ne sont pas des valeurs limites, donc ils ne rentrent pas dans les textes de 2009 et qui ne conduisent pas à faire des contrôles sous accréditation, en théorie. Hein. Pour autant, voilà, il y a une confusion qui règne par rapport à ça, et on n'en sort pas. Donc la clarification du sujet, elle peut avoir un impact sur les poussières de bois, c'est pas impossible. Elle viendra très vraisemblablement du niveau européen, puisqu'on n'a pas été, à mon avis, capable de traiter le sujet convenablement au niveau national. Donc sujet à suivre. Sujet impactant pour vous, comme vous le savez, hein, avec cette double obligation d'avoir à contrôler les poussières de bois pour ceux qui sont concernés, mais aussi à regarder les poussières en général avec des contrôles complémentaires. Je ne sais pas si le sujet vous intéresse ou réclame de votre part des questions ou des commentaires. N'hésitez pas à intervenir. On va avancer. Justement, le dioxyde de titane, qui vous concerne. Il y a du dioxyde de titane dans un certain nombre de vos produits. Même si, peut-être que certains d'entre vous manipulent du TiO2 à l'état pulvérulent, je ne sais pas. Peut-être sur l'amont, et encore, je ne suis pas sûr. On est plus sur des revêtements mélaminés ou des mélanges déjà faits. Des mélanges, peut-être. Oui, je pense qu'il y a eu du TiO2, oui, c'est sur la fabrication de panneaux qui étaient ajoutés pour sur des propriétés un peu de scavenger pour limiter les émissions de carbone. Mais peut-être que ça peut toucher d'autres activités. Bon, pour la petite histoire, l'ANSES est à l'origine d'une proposition de classement du TiO2 en tant que particule, en tant que poudre, dès lors qu'on a plus de 1% dans ces poudres de particules qui sont inférieures à 10 microns, c'est généralement le cas, hein, c'est plutôt fin. En tant que substance cancérogène de catégorie 1B, donc ça c'était la proposition initiale de l'ANSES. Au niveau européen, je passe les détails, le classement qui a été acté dans le cadre du règlement CLP après l'évaluation scientifique du RAC, porte sur un classement C2, donc on ne rentre pas dans la réglementation CMR à proprement parler, pour autant ça adresse un signal quand même très négatif sur des applications sensibles, notamment à la cosmétique, à la pharma et au secteur peinture, encre, colle, etc., dans lesquels on en a beaucoup, et secteur évidemment alimentaire, hein, dans lesquels on en avait beaucoup en tant qu'additif alimentaire, pigment en l'occurrence. Ce classement a donné lieu à un recours préparé par un certain nombre d'industriels au niveau européen auprès de la Cour européenne de justice, qui, dans son jugement, a estimé que, d'un point de vue scientifique, l'étude expérimentale qui a servi de base au classement n'a pas été correctement interprétée, très simplement, et que du coup la classification n'était pas scientifiquement fondée, et que par ailleurs les instances européennes n'ont pas respecté un des critères du règlement CLP, qui consiste à ne tenir compte que des propriétés intrinsèques des substances, alors que pour le TiO2 en l'occurrence, il pourrait s'agir d'un effet
liée à une surcharge pulmonaire liée aux particules, mais pas nécessairement une propriété intrinsèque en lien avec ces particules. Donc, vous voyez que les tribunaux, le tribunal européen a rendu un jugement qui porte sur l'évaluation scientifique, ce qui est quand même une grande première. La France et la Commission européenne ont engagé un pourvoi en cassation, sur des questions de droit, lequel a été rejeté, tant et si bien que la décision initiale est entrée en vigueur. La classification a donc été annulée à compter du 1er août 2025, et donc elle va donner lieu à une modification du règlement CLP annulant la classification du TiO2. Donc une décision importante qui pourrait avoir un impact sur d'autres types de particules de ce type et qui a un impact incontestablement évidemment sur le TiO2. Pour autant, les dispositions qui ont été prises au niveau national, notamment qui visent l'agroalimentaire, etc., restent d'actualité. Et on ne sait pas dire si en France on viendra en arrière consécutivement au déclassement du TiO2. Sur un sujet similaire, Patrick, le talc. Le talc, comment est-ce qu'il prend la parole? Allons-y. Sur un sujet similaire, donc le talc les autorités néerlandaises avaient lancé le processus pour proposer de le classer comme cette fois-ci cancérogène de catégorie 2 et un toxique spécifique pour certains organes cibles après une exposition répétée de catégorie 1. Le RAC, en 2024, a adopté une opinion beaucoup plus stricte. Donc là, c'était une classification C2 qui était proposée et l'AVI a retenu une classification 1B, une catégorie cancérigène, catégorie 1B, sans désigner de voie d'exposition particulière. Là, aucune preuve scientifique robuste que le talc a la propriété intrinsèque de provoquer le cancer n'a aussi été mise en évidence. Donc les résultats, les essais, en résumé, montrent des résultats négatifs, à l'exception d'une étude qui a montré un cancer chez les rats femelles dans des conditions d'exposition excessive. Du côté de l'homme, à l'exposition d'études cas témoins autodéclarées d'une association entre le talc et le cancer de l'ovaire, il y a un certain nombre de PI. Donc le RAC a combiné des preuves limitées de cancérogénicité chez les animaux par inhalation avec des preuves limitées de cancérogénicité chez les humains pour le cancer de l'ovaire. Donc en termes de procédure, il n'y a aucun précédent qui vont concerner l'utilisation de cette disposition du règlement CLP. Et donc comme le TiO2 qui est utilisé dans un très grand nombre d'industries, c'est aussi le cas du talc. Donc là, vous voyez à l'écran, on parle de milliers de tonnes. Donc il va aussi également y avoir des impacts assez importants sur un très grand nombre d'industries. En effet, là aussi, le talc est utilisé dans différentes applications, y compris comme charge. Possiblement parmi vous, au vu de la grande diversité des applications et des volumes, il y a vraisemblablement quelques utilisations parmi vous qui sont concernées. Est-ce que vous avez l'information éventuellement? Est-ce qu'il y a eu des remontées par rapport à ça? Non, pas de notre côté. Sur le SiO2, on y pense notamment pour les peintures, potentiellement pour la peinture blanche, mais pas sur le talc. Mais bon, j'avais pas l'information jusqu'à présent. D'accord, ok. Peut-être un sujet à regarder, à évoquer en tous les cas. Ouais, surtout par exemple l'ameublement français, là, on peut éventuellement retrouver des applications du talc sous forme de peinture, sous forme de papier colle aussi, Ouais, complètement. avec les revêtements. Ce serait surprenant qu'il n'y en ait pas, honnêtement. Ouais. Ok. On va repasser sur Rich. Est-ce que vous voulez faire une très courte pause? Juste une question. Pour nous, il n'y a pas de problème pour continuer, mais si vous voulez faire un tout petit break, quelques minutes, vous nous dites.
Apparemment pas, donc on va Apparemment poursuivre. On peut laisser la parole à Christophe. Allô, Christophe? Il est là. Christophe, tu nous entends? Il est parti en pause, tout compte fait. Eh oui, c'est une mauvaise idée du coup. Bon, on va poursuivre, c'est pas grave. Est-ce Donc, que on est, vos slides- on est sur la restriction Annexe 17 de REACH concernant le formaldéhyde dont il a été question précédemment. C'est l'entrée 77 qui vise le formaldéhyde par rapport à notamment des émissions de formaldéhyde venant d'articles, pas que, qui peuvent entraîner donc une augmentation des concentrations de formaldéhyde dans l'air ambiant, y compris dans l'air des véhicules, puisque le sujet est également traité au travers de cette restriction. On va avancer. La restriction vise donc différentes activités, enfin produits plutôt, et, sous forme d'articles comme je le disais, et en l'occurrence des articles à base de bois et de meubles, avec donc un seuil à 62 microgrammes par mètre cube et une valeur un peu plus élevée pour les articles autres que les articles à base de bois et meubles, qui encore une fois peuvent concerner par exemple des matériaux qu'on utilise dans l'habitacle des véhicules. Donc vous aurez à compter du 6 août 2026 une interdiction, une restriction, c'est une interdiction, donc qui est assortie de conditions que sont donc les seuils d'émission que j'évoquais. Ça signifie que dès lors que vous dépassez ces seuils, vous n'avez plus le droit de mettre sur le marché à compter du 6 août. Si vous respectez ces seuils, vous pouvez continuer. Vous n'avez pas de contraintes. On parle bien donc du formaldéhyde qui est libéré à partir de ces articles. Donc ça vise, comme vous le voyez ici dans ce transparent, les panneaux, les revêtements de sol, les éléments d'ossature, menuiserie extérieure, meubles, etc. Et ça pique pas. Alors, il y a un certain nombre de dérogations. Ah, voici Christophe. Voici. Christophe, tu nous entends? Christophe, tu nous entends? Bon, bonjour à tous, désolé, je viens d'être déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Oh, je me suis permis de démarrer du coup sur cette Oui, partie. désolé, vraiment désolé. Au moment où je devais participer, ça s'est coupé, oui. Donc je reprends. Vous en étiez On en aux est- articles, aux on en- exemptions? Ouais, D'accord. exactement. Désolé, hein. Voilà, donc ce qui était important de noter sur cette restriction, c'est qu'elle ne s'applique pas, on va dire, aux bois qui peuvent émettre, aux produits qui peuvent émettre naturellement du formaldéhyde, aux produits qui sont exclusivement destinés à un usage à l'extérieur, et puis aussi de ce qui peut être un usage uniquement professionnel et pour lequel le produit au final ne pourrait pas exposer le grand public, et puis aussi les articles d'occasion. Hein, c'est des points qui paraissaient importants de noter. Les autres points d'exemption sont plutôt liés à d'autres contextes réglementaires pour lesquels le formaldehyde est déjà soumis à restriction. Voilà. Donc, ce qui était important par rapport à cette restriction, c'est qu'on a vraiment un contexte où les articles en bois, donc les panneaux à base de bois et les meubles, sont soumis à restriction. Et c'est vrai qu'il y a une annexe qui est l'annexe 14 de cette entrée 77 qui spécifie un protocole pour pouvoir contrôler et vérifier que le produit ne dépasse pas la valeur limite de 0,062 mg par mètre cube. Et donc, on a une liste, je dirais, de caractéristiques que j'ai citées là. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette liste ressemble énormément à la norme qui est utilisée pour le contrôle de production des panneaux à base de bois qui s'appelle la norme EN 717 partie 1. Donc, on retrouve des conditions de température, des conditions d'humidité, un facteur de charge, hein, donc c'est une surface de produits ou de matériaux que l'on va mettre dans un volume d'air, et puis donc un renouvellement d'air qui correspond donc
au fait de ramener dans cet essai, donc dans cette enceinte, un certain volume d'air, donc une fois par heure, c'est-à-dire qu'on renouvelle, on ramène de l'air propre une fois par heure. Et c'est vrai que quand on regarde donc cette annexe 14, c'est la norme 717 partie 1, sauf un seul petit critère, mais qui est important, c'est que dans la norme 717.1, qui est une norme de contrôle de production, on demande à ce qu'on colmate partiellement les champs du panneau pour des raisons purement expérimentales. Et c'est vrai que dans cette norme-là, on ne va pas le retrouver. Et ça, c'est relativement important dans le sens où la norme 717.1 peut donc être utilisée pour pouvoir contrôler les articles en bois et les meubles, mais tout simplement parce que si dans la norme 717.1, on demande de laisser partiellement les champs ouverts, bah, automatiquement, on peut imaginer qu'il y aura plus d'émissions de formaldéhyde que si on appliquait stricto sensu l'annexe 14 de la restriction REACH. Donc ça, c'est quelque chose qui est sorti donc, du texte réglementaire et très rapidement, donc, de nombreux secteurs, en particulier de la construction, et bien sûr, le secteur de l'ameublement, on dit que cette norme, soit n'était pas applicable à d'autres produits que les panneaux à base de bois, ou qu'il existait d'autres méthodologies que l'on retrouvait dans d'autres secteurs, et en particulier le secteur de la construction vis-à-vis du règlement produit de construction, qui lui a développé sa propre méthodologie et qui permettait en même temps de mesurer bien sûr le formaldéhyde, mais aussi d'autres types de substances. Et c'est vrai que donc dans l'annexe 14, il y a quelque chose de très important qui est un petit alinéa qui dit que le facteur de charge correspond vraiment à des essais pour des panneaux à base de bois. Tandis que pour d'autres matériaux ou produits, si ce facteur de charge n'est pas réaliste, on peut en utiliser d'autres. Et on a repris, cet alinéa reprend 4 scénarios qui correspondent à ce qu'on retrouve dans cette norme dont je parlais, qui est la norme des produits de construction, la norme EN 16516. Et donc, en réalité, on va retrouver 4 scénarios, mais qui sont très spécifiques aux produits de construction. Soit des scénarios sol-plafond, soit des scénarios petite surface, ça peut être une porte ou une fenêtre, des murs, mais aussi des toutes petites surfaces. Et on prend toujours l'exemple des joints de carrelage, par exemple. Donc, si on reprend le scénario mur, automatiquement, ça va revenir au même facteur de charge que celui de la restriction REACH ou de la norme 717.1. Par contre, si le fabricant peut démontrer qu'il va se rapprocher plus des 3 autres scénarios, il aurait possibilité d'utiliser la norme 717.1, mais de changer le facteur de charge dans l'essai qu'il va réaliser. Si on peut passer à la suivante. Voilà. Autre point très important, il y a possibilité d'utiliser une autre méthodologie que celle qui est fixée dans l'annexe 14. Et il est dit que si les données d'une méthode d'essai utilisant les conditions de référence spécifiées, donc dans les alinéas que je vous ai présentés précédemment, peuvent être appliquées, elles ne pourront être utilisées que sous couvert qu'elles auront été corrélées, et ils disent bien une corrélation scientifiquement valide entre la méthode qui sera utilisée par le fabricant et celles qui sont définies dans la restriction REACH. Alors c'est là où il y a énormément de discussions. Et à partir de là, donc, la Commission européenne a demandé à l'ECA de réunir un groupe d'experts pour essayer de définir quelles seraient les grandes lignes directrices pour mettre en place cette corrélation. Alors, c'est un groupe de travail qui a regroupé, vous voyez, donc des gens du textile, des gens du cuir, bien sûr, la Fédération européenne de l'ameublement, celle des panneaux, Formacare, et puis un certain nombre de laboratoires dont donc la France était représentée par le CSTB, puis vous allez retrouver les grands laboratoires qui font des mesures d'émissions de formaldéhyde. Et elles ont défini donc en avril 2025 un document, alors qui n'est qu'un document, je dirais, d'application, qui n'a aucun contexte réglementaire, mais qui peut donner une première approche pour pouvoir appliquer la restriction REACH en dehors du fait d'utiliser la norme 717.1. Donc, si on peut passer à la dernière, voilà. Donc, c'est vrai que le document, bon, il est assez complexe, hein, donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 normes qu'on pourrait appliquer stricto sensu sans aucune corrélation. C'est donc ce sont 2 normes panneaux. Donc, c'est plutôt des normes qui vont être appliquées pour le secteur des panneaux ou, si vous voulez tester des panneaux, c'est la norme 717.1 qui est la norme européenne et la norme ISO 12460 partie 1 qui est exactement la même norme, mais qui, elle, est plutôt à vocation, je dirais, plutôt internationale et qu'on va retrouver plutôt appliquée, je dirais, dans le secteur plutôt, on va dire, plutôt Asie. Et puis, on va avoir une autre norme
qui est donc la norme EN 716, ou qu'on connaît plus souvent en France sous la vocation des ISO 16000, qui est utilisée pour l'étiquetage français A+, ABC, hein, de certains produits de construction et de décoration, et qui, elle, pourrait être utilisée selon les 4 petits scénarios que je vous ai présentés précédemment, mais qu'on ne pourra utiliser sans corrélation, et ça, c'est toute la complexité de cette ligne directrice, que si le résultat d'essai est inférieur ou égal à la valeur de référence. C'est-à-dire que si vous dépassez, lorsque vous utilisez cette norme, vous serez obligé de la corréler à la ligne directrice, et donc probablement à la norme 717 partie 1. Alors, ce qui était important de noter, dans le choix que vous pouvez faire sur les méthodologies, c'est que la 717.1 n'est une norme que formaldéhyde, tandis que la norme EN 516 ou l'ISO 16000 vous permet de mesurer d'autres substances volatiles. Donc, c'est vrai que vous allez d'un côté pouvoir répondre à un contexte lié à la restriction REACH, mais vous n'aurez peut-être pas des données qui vous seraient peut-être nécessaires dans d'autres contextes réglementaires, que ce soit au niveau européen, tel que le règlement pour une construction par exemple, voire la réglementation française, telle que l'étiquetage, et puis bien sûr tout ce qui pourrait être des labels et des certifications qui demanderaient le tout. Donc ça, c'est important de le noter dans le choix que vous pouvez faire et toute la complexité par rapport à la décision de tester le produit. C'est vrai que ça, c'est plutôt pour des matériaux, des composants, mais quand on va revenir sur des produits beaucoup plus importants tels que le meuble, le document fourni par les experts n'a pas réellement apporté de solution. Il s'appuie plutôt sur 2 aspects. Il parle beaucoup d'appliquer ce que font les labels allemands. Alors, il faudra voir que le groupe de travail était très germanique et ça explique peut-être pourquoi ils ont plutôt orienté sur le label Ange-Bleu, mais aussi ils attendent une norme qui est développée donc par le groupe de normalisation européen du secteur de l'ameublement et qui devrait sortir on va dire un document d'ici la fin de l'année qui pourrait être une première approche et qui pourrait permettre de remplacer les normes telles qu'elles sont définies dans l'annexe 17. Par contre, dans tous les cas, cette nouvelle norme développée par le secteur de l'ameublement nécessitera peut-être de faire une corrélation vis-à-vis des normes de référence. Pour ceux qui font beaucoup de contrôle de production, en particulier dans le secteur des panneaux, vis-à-vis des normes de contrôle de production interne, elles devront dans tous les cas être corrélées aux méthodes de référence si vous voulez les utiliser pour répondre à la restriction REACH. Et ce qui est important, c'est que par rapport, je dirais, à ce qu'on peut faire dans le cas de l'étiquetage français, où on essaye de définir un cas générique sur toute une gamme, là, les lignes directrices demandent à ce qu'on se rapproche beaucoup de ce qui est fait dans le règlement de produits de construction, c'est de définir des cas par cas, c'est-à-dire que ça peut être soit par ligne de production, soit par type de collage, par sa type d'épaisseur de panneau, par exemple, etc., peut-être de finition. Et donc, il y a besoin pour l'industriel d'avoir en amont une réflexion excessivement poussée sur le choix des essais. Il parle spécifiquement d'essais majorants, de worst case dans les lignes directrices pour pouvoir répondre à des essais qui pourraient englober la totalité d'une gamme. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était un peu les évolutions avec la difficulté qu'on va avoir dans le choix des méthodes, en particulier quand on sort du secteur des panneaux à base de bois. Est-ce que vous avez des questions? Bon, mais si c'est clair, merci. Puis désolé d'avoir eu cette petite coupure au moment où je devais intervenir. Pas de souci, Christophe. Merci Christophe. Bon, on va poursuivre. Mettez sur la MLM. Ok, on va glisser sur un sujet tout aussi passionnant, la mélamine. Bon, vous savez que la mélamine est classée, hein, donc Reprotox. On a une première décision qui a conduit à l'identifier comme substance of very high concern, donc substance extrêmement préoccupante au titre de REACH, et donc l'inscription de la mélamine dans la liste candidate. Cette inscription n'a pas énormément de conséquences en tant que telle. Elle entraîne, on va dire, seulement des obligations de communication dans la chaîne de distribution, puisque cette substance est identifiée comme SVHC. Pour vous, on avait déjà là aussi échangé sur le sujet. Vous ne l'avez a priori pas du tout comme monomère dans
dans vos activités. Hein. Vous l'avez souvent d'ailleurs déjà dans un article, ou à défaut de l'avoir dans un article, vous l'avez dans un mélange déjà polymérisé. Hein. Donc vous ne l'avez a priori, mais je peux me tromper, pas ou pas du tout comme monomère qui va subir en tant qu'intermédiaire une polymérisation. Ça se passe dans votre chaîne amont. Il y a eu des recours, il y a un recours engagé et EPF est parti de ce recours avec d'autres organisations professionnelles pour contester l'identification en tant que SVHC et coup de tonnerre, si je puis dire. On ne s'attendait pas trop à ça, pas pour ma part. En date du 18 novembre, donc c'est vraiment tout à fait récent, l'ECA a formulé une recommandation officielle auprès de la Commission pour introduire la mélanine dans la liste d'autorisation, dans l'annexe 14 de REACH, et donc la soumettre à autorisation. La liste candidate SVHC, c'est l'antichambre de l'autorisation de la restriction. Là, donc, il y a un fléchage assez rapide d'ailleurs hein, qui a été fait vers la piste autorisation. Alors, il faut être bien clair aujourd'hui que la mélamine en tant qu'intermédiaire, qui sera donc utilisée par la suite en tant que polymère, n'est pas concernée par l'autorisation, car les intermédiaires sont exemptés, sans condition, d'autorisation. Donc, l'impact à ce stade pour vos métiers, et même pour votre amont, devrait être faible, voire nul. Pour autant, c'est pas un très bon signal, hein, évidemment, qui est adressé, que d'avoir une substance SVHC soumise potentiellement à autorisation, qu'on retrouve parmi vous. Hein. Je vois que Katia a demandé la parole, je vous la cède. Bonjour, rebonjour. Patrick, pour bien comprendre, ça veut dire que les fabricants de mélamine seraient concernés, les chimistes, mais une fois qu'on est dans l'usage du fabricant de panneaux ou encore plus loin du fabricant d'ameublement qui a un panneau à base de mélamine, on ne serait pas concerné. Hein, c'est bien ça que j'ai compris. C'est un peu plus compliqué, c'est que le fabricant de mélamine, il a une partie qui part effectivement sur vos applications et qui c'est un monomère, donc un intermédiaire qui est polymérisé, transformé hein, dans toutes vos applications, sauf erreur. Et ce volume-là, ce tonnage-là est purement et simplement exempté dès l'origine, dès sa fabrication. En revanche, il y a d'autres utilisations de la mélamine, non pas en tant qu'intermédiaire, mais en tant que substance normale, entre guillemets. C'est bien ces utilisations qui sont fléchées vers l'autorisation, qui seront soumises à l'autorisation. C'est ça. Hein. Donc, pour le moment, au-delà du signal que ça adresse, vous n'êtes pas impacté, en effet. Vous restez impacté au titre des obligations en lien avec l'inscription dans la liste candidate, SVHC. Il y a Christophe qui va intervenir, vas-y. Ouais, oui, j'avais une question pour rebondir. Si la mélamine est utilisée comme produit diffusant, comment ça, en particulier, je pense, peut-être dans certains rembourrages, est-ce que ça rentre ou pas? Alors, si tu peux préciser, moi je ne connais pas trop ce. Là, Mais c'est de la je pense que la mélamine pourrait rentrer comme un produit diffusant, quoi. Je laisserai peut-être Sylvain confirmer si c'est le cas. Je dis peut-être une grosse erreur, mais je crois que la mélamine pourrait être un produit diffusant sur certains rembourrages, non? Il me semble, en tout cas, c'est ce que montait effectivement Anne du FCDA aussi. Donc, effectivement, la question, c'est lorsque l'on l'utilise en tant qu'ignifugeant, alors ça reste, voilà, est-ce que effectivement c'est utilisé sous forme non mélangée et donc potentiellement soumise à autorisation? Voilà, c'est exactement ça le point. Hein. On est sous quelle forme, Christophe Pusset, en tant qu'unifugeant? On est. Ouais, je pense que c'est la mélamine directement qui est utilisée, oui, complètement. Ah oui? Ok, dans ce cas-là, bon, alors sur réserve de vérification, là on serait dans le champ d'application. Alors là, D'accord. je sais. Donc les cas, j'ai repris là, une extension ce que les cas écrits. Hein.
Exemple d'usage relevant du champ d'application d'autorisation, additifs dans les mousses de polyuréthane, dans les revêtements intumescents. Voilà l'exemple que les cas donnent d'une utilisation de la mélamine en dehors du statut intermédiaire et donc polymère. Bon, peut-être que là, effectivement, en tant qu'inifugent, on est dans... Enfin, l'isolant, pardon. L'isolant, on est dans ce champ-là, je ne sais pas. Ok. Un petit mot sur les perturbateurs endocriniens sans faire trop long. La situation aujourd'hui, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une classification dans cas de danger qui est apparu au niveau du règlement CLP. Un certain nombre de ces substances qui sont déjà identifiées en tant que SVHC. Alors, le phtalate, ça vous concerne, ça c'est sûr. Il y a pas mal de phtalate dans nombre de vos produits. Donc il y a eu de la substitution qui s'est faite, notamment par rapport à des phtalates type DOP ou des choses comme ça qui ont été substituées. Maintenant, ça peut rester un sujet, car la famille des phtalates, là aussi, qui comporte des substances très différentes, est un peu visée. On a également des SVHC perturbateurs endocriniens identifiés au titre de l'environnement, tributylétain et la série des nonylphénols. En santé au travail, on a une évaluation en cours au niveau européen qui viserait à élargir aux perturbateurs endocriniens avérés la portée de la directive CMR. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire à terme? C'est que les perturbateurs endocriniens avérés seraient considérés au même niveau, au même titre que des CMR dans la réglementation européenne et donc la réglementation française. On n'en est pas encore là, mais c'est quand même quelque chose qui est hautement probable à mon sens. Donc, sujet plus générique, mais regardez. En France, ça produit des listes qui sont contestables, qui visent plutôt la protection du grand public. Et à ce jour, il n'y a pas vraiment d'approche, en tous les cas au niveau réglementaire, au niveau national, des recommandations de l'INRS ou de l'ANSES sur ces sujets. Je vais donner la parole à Clémence de nouveau. Non, on a les mélanges avant de lui donner la parole. Donc, mélange, j'ai évoqué le sujet dans REACH. On a une obligation en France de réaliser l'évaluation des polyexpositions en lien avec le Code du travail. Donc, c'est une obligation qui doit normalement être traduite dans les documents uniques. Sujet compliqué, hein, et que la seule réponse méthodologique aujourd'hui, c'est un outil de l'INRS qui s'appelle NIXI, qui permet partiellement de prendre en compte les interactions entre les substances en lien avec leur classification. Et voilà, c'est un sujet à traiter puisque normalement les inspecteurs du travail sont en droit, en vérifiant le document unique, de vérifier que vous avez fait une évaluation des polyexpositions aux risques chimiques. Mais c'est un sujet d'actualité. Autre sujet d'actualité, ça fait plusieurs années qu'on vous mentionne l'ouverture, en tout cas la création d'un passeport prévention qui était prévu au titre de la loi santé, donc de la loi du 2 août 2021. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce passeport, il prend la forme d'un portail numérique qui est attaché au compte personnel de formation, donc pour centraliser toutes les données de santé et de sécurité au travail. Ce passeport, il appartient au salarié. Les données vont le suivre tout au long de sa carrière, même en cas de rupture de contrat. Et il va être alimenté par les organismes de formation et éventuellement par son employeur sur certains éléments. Donc ce passeport, il est ouvert, il est entré en vigueur. Donc pour les organismes de formation depuis le 1er septembre 2025. Donc les organismes de formation peuvent commencer à rentrer depuis cette date les formations que les différents travailleurs ont pu passer, pu valider. Et pour les employeurs, donc c'est-à-dire peut-être pour vous, l'ouverture de la plateforme aura lieu soit le 16 mars, soit entre le 16 et le 31 mars au plus tard. Donc il y a 4 catégories de formation qui seront à renseigner en 2 temps, que je vais détailler.
Donc la première catégorie, c'est les formations obligatoires encadrées par la réglementation, qui va comprendre l'ensemble des formations obligatoires, par exemple pour les opérations susceptibles d'exposer les travailleurs à l'amiante. La catégorie 2, les formations pour les postes de travail nécessitant une autorisation de l'employeur. Donc, ce qui va également être prévu par la réglementation pour des autorisations à occuper des postes de travail, par exemple toutes les formations qui vont porter sur les installations électriques ou l'utilisation des diisocyanates. La troisième catégorie, c'est les formations avec objectifs spécifiques. Donc, ces formations, la réglementation du coup ne fixe que les objectifs pour ces formations. Il s'agit par exemple des formations relatives à la manutention manuelle ou à la prévention des risques chimiques, sachant que sur le terrain, nous avec Patrick, on voit parfois un décrochage entre les connaissances des services, par exemple HSE, et les connaissances du terrain. Donc il y a des formations qui sont disponibles maintenant en risque chimique. Et du coup, la dernière catégorie de formation, ce sont les formations qui vont répondre à l'obligation générale de formation de l'employeur. Donc, c'est des formations qui sont non prévues, non encadrées par un code ou par une réglementation, mais qui vont relever de l'obligation de l'employeur. Donc, par exemple, ça va s'agir de formations sur les chutes de plein pied, ou alors pour les encadrements des entreprises extérieures sur le terrain, la formation N1, N2. Patrick, je peux peut-être vous laisser la main sur cette slide-là. Bien sûr. Ça, c'est le calendrier de mise en place des différentes fonctionnalités en lien avec le passeport prévention. Donc, on a eu l'année passée l'ouverture aux organismes de formation OF, donc ils sont dans l'obligation de déclarer les formations. Le portail, comme l'a évoqué Clément, sera ouvert aux employeurs le 16 mars 2026. Donc ça, c'est désormais une date a priori officielle, et c'est un document d'ailleurs du ministère du Travail, qui ne devrait pas bouger. Donc à compter de cette date, les déclarations des formations réalisées en interne seront à faire. Les employeurs, c'est encore un point à discuter, pourraient être en charge de vérifier les déclarations des organismes de formation, ce qui nous plaît pas trop, pour tout vous dire, c'est pas vraiment notre rôle. Et il y aura un système de notification mis en place et d'indicateurs de suivi. À compter de juillet 2026, il y aura une possibilité de déclaration donc en masse et pas à l'unité où il y a le calendrier de déploiement. Fin d'année 2026, on pourra visualiser les déclarations de l'ensemble des déclarants, donc organismes de formation et employeurs. Et ça sera ouvert donc aux intéressés qui auront la possibilité de déclarer leur propre formation. Je pense que j'ai dû éteindre ma caméra. Il y aura une question, on prendra juste après. Voilà, et ensuite, donc été 2026 et la suite. Partage et révocation en ligne du passeport avec les employeurs, visualisation des... Je lis en même temps parce que je découvre un peu aussi. Visualisation des passeports partagés par les employeurs, notification. Dans le titulaire, pour moi, ces fonctionnalités sont pas encore fermement décidées, donc on verra comment tout ça se met en place. C'est quand même, pour tout vous dire, une mise en place assez chaotique. Il y a une demande de parole. Oui, excusez-moi, je me demandais, les parties de formation, on va dire, d'accueil aux salariés à la sécurité, etc., ce serait du coup du catégorie 4 ou ça serait à ne pas déclarer? C'est, à mon avis, pas toujours. On peut revenir aux catégories, Clément, s'il vous plaît. Oui, alors, va voir, hein, elles ne sont pas toutes éligibles. Hein. Je vous donne un exemple que je connais bien, c'est les modules de formation risque chimique, qu'il est possible de valoriser dans le contexte du groupe 4. Il devrait y avoir des prérequis en termes de contenu de ces modules de formation interne, génériques, qui pourraient passer par une espèce de, on ne sait pas encore très bien, hein, une espèce de référentiel, voire une validation de l'INRS. Donc, je vais rester prudent par rapport à la question que vous posez. Hein. En théorie, oui, mais il y aura peut-être quand même des petites contraintes. Parce que vous comprenez bien que l'objectif de ce passeport, c'est de pouvoir réutiliser des formations d'employeur à employeur, hein, et de ne pas refaire ces formations.
Mais si vous embauchez quelqu'un, par exemple, hein, qui a bénéficié de ce genre de formation qui figure dans son passeport, il faut que vous ayez quand même, vous, en tant qu'employeur, la certitude que la formation était de bonne qualité. Elle répond à vos attentes. Donc, s'il n'y a pas de prérequis en amont, on comprend bien que ça ne va pas inciter les employeurs à considérer que ces formations sont valides et à ne pas refaire ces formations. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus à ce moment précis, mais voilà où nous en sommes. Je ne réponds pas complètement à votre question, j'en suis bien conscient. Je pense que si c'est une C'est un formation, élément de réponse, quand même. non. Pardon? C'est un élément de réponse, quand même, merci. Les Donc, formations. encore une fois, si vous pensez inscrire ce type de formation en catégorie 4 hein, dans le passeport, il faut de toute manière suivre les bonnes pratiques, c'est-à-dire un contenu, hein, évidemment, tout ce qui est émargement de participation et contrôle des connaissances. À mon avis, c'est les trois critères clés. Si vous n'avez pas ça, ça sera difficilement éligible. C'est ce que vous avez, j'imagine, en tête. Tout à fait. Et effectivement, ça ne servira pas sur une autre entreprise, parce que les exemples sont concrets à l'entreprise qui l'utilise, Oui. donc je comprends. Et les formations en interne seraient hors cadre, donc. Certaines seront dedans, hein, Ok. dans la catégorie 4, mais avec un certain nombre de prérequis, comme je l'évoquais. Bon, là, un arrêté, mais c'est pas anecdotique du tout, mais qui, comment dirais-je, acte le pictogramme à utiliser pour les zones dans lesquelles il est interdit de fumer sur les lieux de travail, donc qui a fait l'objet d'un arrêté publié le 21 juillet 2025, peu connu à mon sens, mais dont on vous parle. Ok. Voilà. Alors, ensuite, je vais peut-être reprendre la On peut main laisser la main. Ouais. Pour conclure du coup ce sur webinaire. une autre présentation, mais qui sera très brève, rassurez-vous. C'est bon pour vous tout le monde? C'est bon pour moi, je vous ai laissé la main. Et- Est-ce que ça fonctionne apparemment? On voit votre écran. Donc, on voulait vous parler, mais je vois le temps est très court, donc on va le faire de façon extrêmement schématique. Les différentes dispositions qui s'appliquent à vous, selon votre rang dans la supply chain et les marchés qui vous concernent en termes d'information au sens large. Bon, on avait évoqué précédemment les différentes réglementations qui vous sont applicables au cours du cycle de vie, et encore, cette liste qui figure ici est très schématique et loin d'être totalement exhaustive. Et pour arriver à ce petit tableau de synthèse qui tente, mais là aussi de façon sans doute non exhaustive, de distinguer les dispositions qui visent le B2C, donc la vente aux particuliers, de celles qui concernent le B2B, donc entre professionnels ou industriels. Vous avez des obligations générales de sécurité des produits que vous mettez sur le marché, qui relèvent de textes européens et de textes nationaux concernant la sûreté, la sécurité des produits mis sur le marché, qui renvoient à de la conformité par rapport notamment à des normes, et qui consécutivement nécessitent d'avoir une traçabilité. Bon, avec toute la question du rappel produit, cas échéant, qui peut intervenir, notamment sur du B2C. Des obligations d'étiquetage et d'information dans les deux cas de figure, mais qui sont de nature différente entre le B2C et le B2B, avec pour le B2C des informations visibles sur le fabricant, des avertissements, des garanties, des allégations qui doivent être justifiées. Et s'agissant des professionnels, un certain nombre de documents complémentaires, par exemple des fiches produits, des certificats, au-delà de la fiche de sécurité dont on parlera dans un instant. Des dispositions qui concernent à la fois le B2B, B2C, concernant des substances
soumises à des obligations d'information au titre de leur identification en tant qu'SVHC au-delà de 0,1% dans les articles, obligation d'informer, obligation de répondre en cas de questionnement des consommateurs, au titre de l'article 33 du règlement REACH et d'autres dispositions d'ailleurs, et de la même manière, une information qui doit figurer dans les fiches de sécurité des FDS quand on a des substances, le cas de la mélamine par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, identifiées en tant que SVHC. Les restrictions REACH et les autorisations concernent à la fois, dans certains cas, le consommateur final ou les industriels ou professionnels. Il y a des interdictions de différentes natures. Hein. Une interdiction, par exemple, générale que j'ai évoquée en introduction de mise sur le marché des CMR concernant le grand public et des interdictions, des restrictions plus ciblées concernant les professionnels. En ce qui concerne CLP et les fiches de sécurité, sur le B2C, obligation d'étiquetage au titre du règlement CLP, substance mélange, pas les articles, et en complément pour le B2B, une obligation de transmission de la FDS pour les substances mélanges qui donne lieu à une fiche de sécurité, étiquetage et des dispositions également complémentaires article 31 de REACH de mémoire, qui vous impose de transmettre des informations dans l'hypothèse où vous avez des substances mélanges qui, bien que n'étant pas classées, présentent un danger pour la santé et la sécurité. Des dispositions qu'on a évoquées au cours de ce webinaire concernant des émissions de composés organiques volatiles, formaldéhyde, avec l'étiquetage qui s'y réfère, et même disposition qui s'applique pour B2C, B2B. Pour des réglementations plus spécifiques, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, par exemple biocides, où on a des justifications, des allégations sur des propriétés antibactériennes ou antiacariennes, etc., qui renvoient à des autorisations de mise sur le marché et à des obligations d'information et d'étiquetage spécifiques sur les produits. Et pour finir, par exemple, là aussi, des dispositions qui concernent le bois, sur l'origine du bois, avec la mise à disposition en cas de contrôle, notamment de documents qui attestent de l'origine du bois et de la traçabilité consécutive. C'est juste pour faire une petite synthèse. Dans la présentation qui sera mise à disposition, il y aura davantage d'informations sur ces sujets, mais je ne vais pas abuser de votre temps, il est moins 10. Et on veut évoquer la base de données et éventuellement ouvrir le webinaire à des questions-réponses. Donc je vous laisse la main, je ne sais pas qui prend la main de notre côté. Marie. C'est Marie qui... Oui, je vais vous partager le document pour que vous le voyez à nouveau, pour ceux qui n'ont plus le souvenir. Est-ce que vous voyez bien le document? Parfait. Ah, absolument. Super. Donc effectivement, ce document, c'est le panorama réglementaire autour de la prévention des risques de santé dans les industries du bois. C'est une version qui date du 14 octobre. Ah, je vous ai mis la mauvaise version. Excusez-moi, je vais aller chercher la bonne version. Donc effectivement, on a fait une mise à jour en 2025. Voilà, hop. Ok. Donc c'est bon, je vous remets la bonne version. Voilà, tac. Voilà, donc nouvelle version et donc il a été déjà envoyé. Donc ici on explique effectivement le contexte de notre mission et on a un système effectivement qui permet de naviguer sur différents sujets, santé, sécurité au travail, produits, qualité de l'air intérieur, études relatives à la qualité de l'air, études relatives aux poussières de bois et perspectives, des bulletins de veille et puis des contacts si besoin. Et donc, typiquement, si on va sur qualité de l'air, là, ensuite, on a un certain nombre de thématiques, enfin, de secteurs, de thèmes et de sous-thèmes qui sont présentés. Et en cliquant, admettons, effectivement, dans les panneaux de process, étiquetage produit,
on va retrouver effectivement des éléments qui sont liés au panneau de process sur l'étiquetage des produits. Donc on voit le champ d'application, la réglementation qui est associée, la référence au journal officiel, et puis derrière le texte qui est ressorti in extenso pour qu'il n'y ait pas d'interprétation faite et qui vous permet tout de suite d'avoir les éléments. Avec des éléments aussi d'explication sur les dates d'entrée en vigueur et puis quelques petites, une espèce d'analyse de lecture qui vous permet d'aller plus loin. On retourne en arrière. Et voilà, les bulletins de veille. Donc là, vous avez aussi tous les bulletins de veille qui vous ont été envoyés. Donc admettons, on peut effectivement les retrouver et avoir le lien pour aller retrouver sur le site du Codifab. Et puis voilà, on peut chercher. Et alors du coup, on l'a mis à jour, bien entendu. Et du coup, vous avez effectivement des textes qui datent, qui sont tout à fait récents. Donc là, j'ai pas pris le bon exemple. Donne-moi un exemple, peut-être Patrick, de quelque chose de tout à fait nouveau qui montrerait peut-être dans études relatives à la qualité de l'air. Je vais pouvoir retrouver Oui, là des choses. Voilà. Ici, on va retrouver des choses qui sont tout à fait récentes, typiquement. Alors c'est effectivement fait par dans l'ordre, mais on a effectivement des textes qui datent, qui ont été soit c'est amendé, et donc on le précise dans le document. Ici, on va vous dire qu'effectivement ça a été amendé, ou ça a été complété, ou alors c'est nouveau. Quand c'est nouveau, on le précise. Donc ça peut vous permettre ensuite de pouvoir naviguer et du coup d'avoir cette visibilité sur les derniers ajustements. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce document, sur. J'arrête le partage pour vous voir. Y a-t-il des questions? Julie, je vous écoute. À quelle fréquence à peu près vous le remettez à jour, ce document? Tous les ans. Tous les ans, d'accord. Ouais, tous les Oui, ans. alors, Alors, les bulletins sous de réserve veille. que le projet continue, c'est ce petit Ah oui. bémol que je voulais Bon, ajouter. Je ne sais pas quel en sera son devenir, mais ce n'était pas le sujet abordé aujourd'hui. Caddy, je pense qu'on peut dire que normalement, ça, on va continuer à travailler dessus. J'attends le retour du Codifab, mais oui, a Oui, priori. voilà. Donc du coup, vous aurez donc voilà les bulletins de veille. Donc il y a un webinaire annuel. Les bulletins de veille, effectivement, on travaille sur un bulletin de veille biannuel. Et puis ensuite, on a effectivement ce webinaire qui reprend une présentation justement des nouveautés qui sont introduites dans la base de données et donc qui est mise à jour voilà en septembre, octobre tous les ans. Donc logiquement, on repart pour 2 ans là de mise à jour parce qu'effectivement, on sait que la santé au travail et tous ces sujets sont très complexes à suivre pour vous. On en a bien conscience et l'idée, c'est justement de vous permettre d'avoir accès à de l'information claire, sûre et qu'on peut vous expliquer dans le cadre de ce webinaire. Parce que c'est vrai que par des experts, Patrick, Clémence et puis aussi Christophe, pour vraiment rentrer dans la mécanique. Et Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, on est preneur de vos feedbacks Oui. sur notamment les entreprises côté ameublement français qui nous connaissent mieux, mais même pour les autres, celles des autres OP, on est preneur de vos feedbacks sur l'usage de ces documents et peut-être ce qu'on pourrait optimiser pour que ce soit encore plus facilement appropriable pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas, j'allais dire, enfin, vous avez nos adresses mail, en tout cas la mienne, et donc n'hésitez pas voilà, à nous faire du feedback sur ce point-là pour qu'on puisse travailler. On pense que c'est très utile pour vous et que c'est absolument indispensable ce sujet. C'est pour ça qu'on le défend chaque année au Codifab. Mais l'objectif pour nous, c'est qu'il soit complètement appropriable pour vous. Donc on a la chance de bénéficier d'experts. Mais voilà, il y a peut-être besoin qu'on fasse progresser quelques éléments pour que ce soit encore plus efficace pour vous. Voilà. Est-ce que certains veulent faire un feedback là en direct dans les minutes qui nous restent? On est preneur de tout, hein, même de ce qu'on pourrait améliorer. Enfin, surtout de ce qu'on pourrait améliorer d'ailleurs. Je ne vois pas de main levée. On vous fera passer une enquête. De toute façon, on va faire passer un petit questionnaire. Là, on a les adresses de tout le monde.
pour avoir votre retour sur voilà, sur ce qu'on vient de vous présenter et sur l'utilisation de la base. Ça vous permettra du coup de manière individuelle de vous exprimer si vous n'osez pas le faire là en collectif ou si vous n'avez pas le temps. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être en dehors de cette question de la valeur de la présentation et de son usage? Marine, oui? Ah non, j'ai juste une petite question. Du coup, je ne sais pas où retrouver ce document, cette base que vous venez de nous présenter. Elle est sur le site du Codifab? Oui, exactement. Elle est hébergée sur le site du Codifab. Alors, où exactement je vais vous retrouver le lien? Merci beaucoup. Et de mémoire, on a remis, il y a un article sur notre propre site internet, Marine, donc on pourra vous le refaire passer sur le site internet de l'ameublement. Super, merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'avais peut-être juste une petite question pour finir sur le, comment dire, le passeport santé. Ça s'inscrit dans le projet européen de digitalisation. Est-ce que vous avez un peu d'idée par rapport à ça? Est-ce qu'on entend parler de ça déjà? Non, non, enfin, pas directement en tous les cas, pas que je sache. Non, non, ça résulte de la loi du 2 août 2020. C'est une disposition qui également est issue de l'accord interpro, donc qui était repris dans la loi. Pour moi, non, il n'y a pas d'interface à ce stade sur des sujets européens. Pas que je sache en tous les cas. Ok, merci. Merci à tous pour votre attention sur ces sujets parfois complexes. Et puis au plaisir de poursuivre l'aventure, n'est-ce pas? Puisqu'apparemment, ça pourrait être le cas sur l'année prochaine, ce qui est une bonne nouvelle. Très bien. Eh bien, écoutez, bonne continuation, bon appétit à tous et encore merci. Merci. Et je Merci vous à ai mis vous. le lien. Merci beaucoup. Au revoir et Au revoir. bonne journée. Au Merci revoir. à tous. Au revoir. Merci.